Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Réca Facile. Aujourd'hui, comme toutes les 2 semaines, une des photos d'actualité que vous nous avez envoyées a été tirée au sort. La voici tout de suite. La photo représente la déforestation. Eh oui Polo, désolé mais j'ai l'impression que ta photo sur les châteaux mignons ne sera jamais gagnante. Revenons à la déforestation. Nous allons vous présenter ses causes et ses conséquences, puis l'importance des arbres dans l'histoire. Mais avant tout, petit rappel en images. Là, devant, vous voyez des coupes à blanc. Ils enlèvent tout, en laissant toutes ces cicatrices dans la montagne. Ils font des routes, coupent la forêt, puis l'incendie. La déforestation détruit l'essentiel pour produire le superflu. Eh bien, plusieurs raisons le poussent à agir ainsi. Tout d'abord, il y a de plus en plus d'êtres humains sur Terre. Il faut donc de plus en plus de place pour se loger. Mais ce n'est pas la raison première. L'homme veut avant tout faire des bénéfices. Exactement. En défrichant massivement, il libère des terres qu'il peut exploiter. Cela lui apporte de l'argent en cultivant les parcelles, en y implantant des usines ou en les louant. Cette technique était courante en Europe au Moyen Âge avec l'expansion de l'agriculture, et également pendant la révolution industrielle du XIXe siècle. Aujourd'hui, on la retrouve surtout en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Australie et dans certains pays d'Afrique. De nos jours, les espaces boisés laissent place à l'agriculture. Au Brésil, des hectares entiers sont transformés en champs de soja. 95% de la production est destinée à nourrir le bétail et les volailles. C'est ainsi qu'on transforme les forêts en viande. De plus, ce soja est exporté dans de nombreux pays. Ce déboisement massif n'aide donc pas le développement local ou national, mais participe à enrichir les multinationales. Dans d'autres pays, c'est la canne à sucre ou l'EVA qui remplace les forêts vieilles de plusieurs centaines d'années. En Tasmanie, les eucalyptus sont réduits en copeaux pour faire du papier. Une autre lubie commerciale est très répandue en Océanie et en Asie du Sud-Est. Là-bas, la végétation est rasée pour laisser place à des champs entiers de palmiers à huile, produisant la célèbre huile de palme. On produit 4 tonnes de ce précieux liquide par an et par hectare, soit 7 à 10 fois plus que ses principaux concurrents comme l'huile de tournesol ou l'huile de colza. Son faible coût de production lui permet d'être la préférée des industriels. C'est la rentabilité qui a donc poussé à la déforestation de cette île. Sa forêt pourrait disparaître entièrement d'ici 10 ans. Nous pourrions voir alors s'éteindre 15 000 espèces de plantes dont certaines sont endémiques de la région. De surcroît, cette forêt n'est plus qu'en partie une forêt primaire. Une forêt primaire ou vierge est une grande étendue boisée qui n'a pas été exploitée ni fragmentée par l'homme. Regarde. En plus de constater que 2,5 milliards d'hectares de zones boisées ont disparu depuis que l'homme se développe, voici les forêts vierges. Il y a d'autres zones que l'homme a laissées intactes. On les appelle forêts secondaires. Oui, c'est pourquoi nous allons nous intéresser à un cas régulièrement évoqué, L'Amazonie. Cette forêt avait une superficie de 6,5 millions de kilomètres carrés en 1970, mais elle n'en recouvre plus que 5,4 millions de nos jours. C'est une perte de 18%. Ce phénomène de destruction massive a pour conséquence une forte atteinte de la biodiversité. En effet, de nombreux êtres vivants en sont victimes. C'est révoltant car la région abrite près de 40 000 variétés de plantes et d'arbres, 2,5 millions d'espèces d'insectes, 2 200 de poissons, 1 300 d'oiseaux, 430 d'amphibiens, 380 de reptiles et 420 de mammifères. C'est impressionnant. Une espèce animale ou végétale sur 10 vit dans cette forêt, et même une espèce d'oiseau ou de poisson sur 5. C'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Chaque jour, de nouvelles espèces sont découvertes par les chercheurs. C'est exact. En 2014, plusieurs poissons, mammifères et insectes ont été identifiés, comme l'Inia araguayensis, un cousin du dauphin rose, ou l'Arapaima leptosoma, ce drôle de poisson.
C'est toi qui dis ça, Polo? Non, 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 mais attends, attends, reviens. Laisse-le, il va revenir. Mais revenons à nos toutes mignonnes nouvelles espèces. Depuis 4 ans, 441 animaux et végétaux ont été ajoutés à la grande collection que possède l'Amazonie. C'est plus que partout ailleurs sur Terre. L'homme n'a pas fini de découvrir le monde qui l'entoure, mais il le détruit quand même. Les animaux sont obligés de migrer dans les zones encore intactes de toute activité humaine. Leur territoire est alors réduit puisqu'ils doivent partager avec les animaux indigènes de leur nouvelle terre. Mais tous n'ont pas cette chance. De nombreux animaux ayant pour habitude de se cacher en cas de danger sont pris au piège et disparaissent souvent dans les incendies volontaires. Ce que les touristes ne doivent pas voir. Ce sont ces hélicoptères au-dessus de la forêt primaire. Sous l'appareil, un réservoir largue des centaines de balles, contenant un dérivé du napalm. Au contact du sol, les paquets explosent, provoquant des incendies. Une méthode radicale utilisée par l'industrie forestière pour nettoyer le terrain. Les feux peuvent durer plusieurs semaines. Ils sont déclenchés avec du napalm, depuis des hélicoptères, pour accélérer le défrichement après que les grands arbres aient été coupés, débités et transportés pour être vendus à des industriels. En effet, à cause de cela, on estime que 3 espèces disparaissent par heure. Oui, mais le pire est que l'homme détruit des écosystèmes, mais il se détruit également lui-même. Il gêne notamment les peuplades indigènes en Amérique du Sud qui se battent pour arrêter la déforestation sur leurs terres. Il commence aussi à se faire du mal localement, partout dans le monde. Les arbres qu'il coupe absorbent normalement la lumière solaire, qu'il utilise en la transformant pour réaliser la photosynthèse. La photosynthèse. Ok, rien que pour toi, Polo, on va faire une petite parenthèse. Très bien. Alors la photosynthèse, c'est une réaction biochimique énergétique qui se déroule chez les plantes. Elle a pour but de créer de l'énergie à partir de l'énergie lumineuse du soleil. Les organismes qui sont capables de réaliser la photosynthèse sont dits autotrophes, car ils fabriquent de la matière organique à partir de matière inorganique. Eh bien, l'énergie solaire est utilisée pour oxyder l'eau et réduire le gaz carbonique afin de synthétiser des glucides. Ce phénomène a lieu dans les chloroplastes, un organite spécifique des plantes. Pour entrer dans les détails, il faut 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau, puisées dans le sol, pour synthétiser une molécule de glucose et 6 molécules de dioxygène qui seront relâchées par la plante. En bref, 6 CO2 plus 6 H2O plus énergie lumineuse donne glucose plus 6 CO2. Il y a quand même 2 étapes. D'abord les réactions photochimiques ou phase claire. 12H2O plus lumière donne 6O2 plus énergie chimique 24 hydrogène. Une fois cette étape réalisée, le cycle de Kelvin ou phase sombre se met en place. 6CO2 plus énergie chimique 24 hydrogène donne du glucose plus 6H2O. Oui, c'est mieux pour toi, oui. Donc, dans une zone déboisée, nos rayons lumineux arrivent mais ne sont plus absorbés par les plantes. C'est donc le sol qui en emmagasine certains et qui réfléchit les autres. Mais ces rayons transportent de la chaleur. Dans une zone comme l'Amazonie, proche de l'équateur, la température est naturellement élevée. La déforestation permet une hausse de la température et même la création de zones désertiques comme le désert Pardenas Reales en Espagne. Au XIXe siècle, cette région était recouverte d'une belle végétation, mais son exploitation prend fin après une déforestation sauvage et incontrôlée. Peut-être pas partout, non, mais certaines zones pourraient y ressembler. En plus de ces conséquences locales, cette augmentation de la température est une cause mineure du réchauffement climatique mondial. En revanche, la déforestation est un des facteurs importants en ce qui concerne la pollution atmosphérique. C'est exact, nous avons vu que la photosynthèse permet de transformer du CO2. C'est un gaz polluant lié à effet de serre qui provient surtout de la combustion de matières fossiles telles que le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Il y en a de plus en plus qui est produit par l'homme, même si des mesures sont prises pour réduire sa création. Mais l'homme réduit les agents servant à recycler ce gaz, les plantes et surtout les arbres. De plus, on note que les zones les plus polluées sont les métropoles, c'est-à-dire là où il y a le plus de combustion fossile et le moins d'arbres.
comme par exemple Shanghai ou Paris. Le problème est surtout que 40 milliards de tonnes sont produites par an, dont 1,8 milliard rien que par la respiration humaine, 255 kg par habitant. Mais les forêts ne recyclent que 15 tonnes par an et par hectare, soit 4 milliards multipliés par 15, soit 60 milliards. Vous me direz qu'il y a 20 milliards de marge. C'est vrai, mais 15 millions d'hectares sont rasés par an, soit 15 millions multipliés par 15, 255 millions de tonnes de CO2 non recyclées. À ce rythme, dans 85 ans, la limite production-recyclage sera atteinte. L'ironie du sort, la destruction de la forêt serait responsable de 18 à 20% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, elle l'est d'autant plus que l'homme détruit donc ce qu'il a longtemps admiré, reproduit et même vénéré. Effectivement, les Grecs vénéraient Pan, dieu de la nature et des forêts, les Mésopotamiens Dumuzi, les Aztèques Xochipilli et Yumkaz étaient le seigneur des forêts pour les Mayas. Bouddha a trouvé la sagesse dans les bois qu'il traversait lors de ses voyages. De plus, l'arbre de vie est mentionné au début du livre de la Genèse dans le second récit de la création. Pour les Celtes, chaque arbre correspondait à une essence. Par exemple, le pommier symbolisait l'amour, le sapin le mystère, l'orme la générosité, le chêne la bravoure. Dans les tribus africaines, le baobab était un lieu de réunion, de partage. Par la suite, de nombreux artistes se sont inspirés de la flore. Au Moyen Âge, les moines copistes embellissaient les livres avec des enluminures représentant la nature. Les tailleurs de pierre représentaient également cette dernière sur les chapiteaux ou des frises. Plus tard, de nombreux peintres ont représenté les bois et les plantes comme Monet et les bords de Seine, Van Gogh et son coucher du soleil à Montmajour, Courbet et le chêne de Flagey. La nature et les arbres sont aussi présents dans de nombreux événements historiques. Dès l'époque des Mérovingiens, le chêne est choisi pour représenter les arbres généalogiques. Saint Louis se rendait sous un chêne à Vincennes pour que ses sujets voulant lui parler directement puissent le faire dans un cadre simple. L'orme était pour les Capétiens un symbole de force. Henri IV a fait border d'ormes toutes les grandes routes du royaume ainsi que les places principales de chaque village. Il devient le symbole de la monarchie française. À la Révolution, ils sont déracinés et des peupliers les remplacent. C'est aussi dans la forêt, celle de Compiègne, qu'a été signé l'armistice de la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918. Les plantes ont donc vu défiler des générations d'espèces vivantes, depuis bien avant les dinosaures jusqu'à l'ère actuelle. Et quelle récompense leur offrons-nous? La destruction. Les plus grandes personnalités de l'histoire de l'humanité ont trouvé force et inspiration dans la nature. Le destin de l'homme et de la nature sont donc étroitement liés. En 2002, lors du sommet pour la Terre de Johannesburg, Jacques Chirac a déclaré: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Aujourd'hui, nous commençons à peine à chercher de l'eau pour éteindre le feu. Pour savoir où nous en sommes vraiment, rendez-vous le 11 mars 2015 en direct.